Salut les guerriers, c'est Gary, et bienvenue dans un nouveau Warrior Fitness. Quand on prépare des sessions avec Mike, c'est important d'être à l'heure. Gary, ramène-toi, sacripant. Ok, j'arrive Mike. Mike est vraiment un bon pote. Pour être sûr d'être toujours à l'heure, on utilise des montres Holzkern. Et pourquoi elles sont si cool? Parce que c'est autrichien, Gary. Comme Schwarzenegger, le meilleur guerrier de tous Cimmérie. Holzkern est spécialisé dans des montres et bijoux en bois et en pierre ultra originales, que ce soit pour les femmes et pour les hommes. Chaque bijou est unique, car tous les bois et pierres utilisés possèdent leur histoire, en plus d'être sélectionnés sur des circuits éco-responsables, ce qui donne la sensation d'être vraiment connecté à la nature, tel un putain de samouraï. Mais bien que nous soyons d'ultimes guerriers maîtres de la baston, nous sommes aussi de grands sensibles au cœur tendre. Et c'est pour cela que nous vous conseillons de miser sur Holzkern pour faire un joli cadeau à votre dulciné ou votre compagnon pour la Saint-Valentin. Parmi tout ce que propose la marque, vous trouverez forcément un cadeau élégant à offrir. C'est pas parce que tu es un guerrier sanguinaire que tu ne peux pas être élégant. En tout cas, moi personnellement, je suis absolument fan de cette marque. La montre, je la trouve absolument géniale, je la porte quasiment tout le temps. La bague aussi, le bracelet, du coup je l'ai donné à Chikenito qui le trouve vraiment agréable à porter aussi. Donc c'est vraiment des très très bons produits. Donc voilà, si vous voulez offrir des belles montres ou des beaux bijoux pour la Saint-Valentin, la marque Holzkern est tout indiquée. Et pour fêter comme il se doit le jour des amoureux, profitez du code promo Entrée en Lys 15 pour avoir des réductions sur vos prochains achats sur la boutique. Le lien est dans la description. Et maintenant c'est parti pour Warrior Fitness. Hey, c'est Gary, et bienvenue dans un nouvel épisode de Warrior Fitness. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment devenir un putain de viking badass avec Mike. C'est parti. Où est-ce qu'il est? Où est Mike? Son équipement est ici. L'heure est bonne. Mike! Hey Gary! Désolé Gary, j'ai cru que j'avais le temps pour faire mon jogging viking. Un jogging viking? Qu'est-ce que c'est? Un jogging viking, c'est quand tu dois courir le plus rapidement possible en criant à la gloire de Thor. Dans l'idéal, il faut finir son footing en défonçant la gueule à un arbre. Tous les matins, les vikings faisaient ça. C'est énorme! Donc aujourd'hui, tu vas nous montrer comment devenir badass comme le grand Ragnar. T'as trop raison Gary. Donc, qu'est-ce que tu vas nous montrer, frère? Ta barbe? C'est une fausse? Ouais, je suis désolé Gary. Bonjour à vous guerrières et guerriers, et bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques d'un maître d'armes. Les armes vikings, on en a pas mal parlé sur cette chaîne, notamment sur l'une des premières vidéos, qui est d'ailleurs aussi l'une des plus regardées. Sauf que bon, en 5 ans de YouTube, j'ai quand même pas mal évolué, et la vidéo elle est un peu... comment dire... elle est pourrie, faut dire ce qui est. Donc je pense que mettre un petit coup de polish sur le sujet ne fera de mal à personne. Mais avant de commencer, première chose. J'utilise le terme viking dans le titre et en début de vidéo pour faire classe, mais vous êtes nombreuses et nombreuses à savoir que ça n'a pas vraiment de sens de dire ça. En effet, le mot viking désigne une activité, un métier, et regroupe tous les Scandinaves, Islandais et Danois qui parcouraient les eaux à bord de leur Lengskip, qu'on appellera aussi drakkar pour faciliter les choses également. Que ce soit pour marchander, migrer, piller, explorer, etc., etc. Mais en réalité, nous allons parler des armes utilisées dans les régions d'Europe comme les actuels Danemark, pays scandinaves, l'Islande et même des parties de la Russie et... En fait, toute l'Europe, Ils se sont tellement implantés partout. À Byzance et même au Canada. Oui, bon, t'as raison. On va dire que, à la base, on va parler des armes utilisées par les mecs originaires d'Europe du Nord, que nous appellerons les Norrois, comme ça voilà, ça englobe assez large, et qui ont vécu durant l'ère viking, soit à peu près entre le 9e et le 11e siècle de notre ère. Mais bon, même en essayant de cibler un peu tout ça, ça reste quand même pas mal le bordel. Parce que parfois, et même souvent, les armes vikings sont en fait des armes franques. Comme les épées, justement. Donc t'es en train de dire que c'est pas du tout une vidéo sur les armes vikings, mais sur les armes franques. Oui, mais bon, les vikings, c'est quand même plus vendeur. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas menti, et nous allons vraiment tenter de parler que des armes utilisées par nos amis poilus bouffeurs de cul. Et nous allons commencer par une arme ultra populaire parmi les compagnons d'Eivor, le Scramasax.
Déjà, il faut savoir que Scramasax, c'est un petit peu un mot fourre-tout pour désigner les coutelas germaniques utilisés entre le 5e et le 10e siècle. On retrouve plein de termes différents comme sax, saxa, ou bien des mots plus latins comme scramo, cutellus ou semispata. Bref, nous on va continuer de dire Scramasax. Il en existe des tailles très variées en fonction de l'utilité et de la zone géographique et temporelle. Pour prendre des termes germaniques, on va utiliser le mot cursax pour parler de coutelas d'au moins 25 cm. En dessous de 25 cm, on va plus être sur des couteaux qui servent d'outils et plus vraiment des Scramasax. Mais on trouve aussi des modèles beaucoup plus longs avec des lames de plus de 50 cm, comme par exemple les Langsax, qui en fait sont des fauchons. Le modèle le plus typique quand on pense au Scramasax viking est celui à dos cassé. Et c'est pas parce que le pauvre a une scoliose, c'est parce qu'il a cette forme assez particulière comme celui que j'utilise actuellement, fabriqué d'ailleurs par notre cher ami Histoire Appliquée. Après je dis viking, mais c'était un modèle très courant chez les Francs aussi. Une arme d'appoint, souvent accompagnée d'une hache ou une lance, facile à fabriquer et à maîtriser par rapport à une épée. J'imagine qu'on pouvait l'associer à un bouclier et faire du combat très rapproché avec. Ça tranche, ça pique, simple et efficace pour oxyre son prochain. Dans le reste de l'Europe, le Scramasax connaît un déclin dans son utilisation à partir du 8e siècle, mais reste assez populaire dans les îles britanniques et en Scandinavie durant toute l'ère viking. La lance. Évidemment, l'une des armes les plus courantes et utilisées par nos chers amis vikings. Pour les mêmes raisons que partout dans le monde, facile à produire, à utiliser, super efficace en groupe et adaptable autant à cheval qu'à pied. D'ailleurs pour l'info, si on veut être vraiment précis, on va parler de lance pour les modèles utilisés par les cavaliers et de pique pour les modèles utilisés par les piétons. Bon après oui, les cavaliers, il n'y en avait pas 50 sur les dracars, là ce sera plus du côté des francs. La taille varie donc en fonction de l'usage. Mais on sait qu'elle pouvait aller jusqu'à un peu plus de 2 mètres. Car nous avons retrouvé une hampe de 185 cm dans un glacier en Norvège. Comme quoi le froid pour la conservation, on fait pas mieux, hein. Ça, c'est sûr. L'autre jour, j'ai pu déguster un petit saucisson trocardien congelé depuis 1000 ans, et ben un vrai délice. Niveau fer de lance, si on veut résumer, on retrouve plus ou moins 2 familles. Les lances à ailettes, très populaires et connues aujourd'hui, et qui sont un peu les lances iconiques de cette époque. Et des lances aux fers plus courts et plus larges, sans ailettes, comme celle-ci. Au vu de la taille de certains fers, c'était une arme certes utilisable sur tous des stocks, en même temps c'est le principe d'une lance, je vous apprends rien, mais elle pouvait très bien tailler si l'opportunité se présentait. A l'instar des Gaulois ou des Hoplites, elle s'utilisait beaucoup avec un bouclier, mais j'imagine que les modèles très grands devaient également être utilisés à 2 mains. Malgré le fait que ce soit une arme extrêmement populaire et accessible, elle tient une place extrêmement importante dans la culture scandinave. Parce que ça reste quand même l'arme utilisée par Odin, le père des dieux nordiques. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Aujourd'hui, je vais vous montrer des exercices pour voir comment tu peux être assez solide pour à la fois traverser l'océan sur un radeau à la seule force des bras sans mourir de la chiasse et défoncer des Anglais. Au début, on va faire le jeu du chasse-curé pour pouvoir travailler son cardio. Parce qu'à l'époque, les curés anglais ils couraient super vite avec leur putain de soutane. Donc du coup, il va falloir s'entraîner. Tiens, mets ça Gary. Pourquoi c'est rouge? Pour le sang. Gary, c'est vraiment un bon pote. Ok, tu dois courir super vite et moi, je dois t'attraper. Ok. C'est parti. Il ne faut pas que je laisse une seconde d'avance à Gary, parce qu'il est vif comme un renard et rusé comme une écrevisse. Ensuite, le viking devient le prêtre, et le prêtre devient le viking. Ça va, Gary? Gary, c'est vraiment un bon pote. Le bouclier viking, l'élément central de la panoplie norroise. On a énormément évoqué son utilisation sur cette chaîne, mais on en reparlera juste après avoir parlé des épées, parce que c'était souvent utilisé ensemble. Le concept est simple, des lames de bois, souvent tilleul, saule ou peuplier, formant un rond plat avec un trou au centre comblé par un umbo, cette espèce de demi-sphère métallique qui protège la main. En moyenne, le diamètre de ces boucliers était entre 75 et 90 cm, j'imagine en fonction de la taille du possesseur, et le bois était épais d'environ 8 à 12 mm. La surface était souvent recouverte de lin ou de cuir,
ou les deux d'ailleurs, pour augmenter la durabilité du bouclier, que ce soit contre les multiples coups adverses ou les intempéries évidemment. On peut retrouver aussi un cerclage en cuir qui sert à augmenter la solidité du bouclier, notamment s'il se prend des coups sur la tranche. Pour l'anecdote, des porte-boucliers étaient bien présents sur les bords des dracars, et permettaient de créer une ligne de bouclier. Je pense assez pratique pour se protéger des vagues, du vent et de projectiles ennemis. Et d'ailleurs, en parlant du bouclier, qu'en était-il du shield wall? Parce que oui, dès qu'on regarde un truc avec des vikings, on voit les types se mettre en formation avec les boucliers alignés, un peu comme des hoplites grecs. Et bien même si cela semble totalement logique, car c'est une formation simple et efficace, permettant aux hommes de faire corps pour affronter la formation adverse, il n'est pas si sûr que ça a été le cas chez nos amis scandinaves. Et pourquoi? Eh bien comme je vous l'ai dit, les boucliers étaient en saule, tilleul ou peuplier, des bois assez légers mais pas non plus les plus résistants de la terre. Même si évidemment il fait le taf, sinon ils auraient pas pris ces bois-là. Et aussi les boucliers n'étaient pas très épais, comme je vous ai dit, maximum 12 mm. En sachant cela, prenons maintenant en compte le fait qu'une formation en shield wall rend l'utilisation du bouclier très passif. Vu que vous avez vos camarades à côté de vous, il est quand même très difficile de bouger le bouclier de manière dynamique. La seule chose que vous pouvez faire, c'est le bouger de manière verticale en le tenant à plat. Ce qui fait qu'il va subir énormément de chocs directs des attaques ennemies. Vous voyez où je veux en venir. Au vu de la constitution du bouclier, le tenir de manière passive comme cela, à la merci de nombreux coups adverses, c'est clairement le meilleur moyen de le rendre extrêmement vite inutilisable et donc de compromettre la formation. En fait, et on en parlera plus précisément après, le bouclier viking, de par sa légèreté et sa forme simple à manipuler, est un bouclier dynamique, et la défense avec doit être active. Au lieu de simplement subir les coups, il faut plutôt les détourner afin de préserver le bois et rendre la parade plus efficace. Selon Warming, un historien qui a fait de nombreux tests avec des boucliers vikings et des armes tranchantes, il doute vraiment que les vikings combattaient en formation serrée, mais plutôt individuellement lors de formations dispersées. Ce qui est complètement cohérent avec les notions de raid viking qu'ils lançaient pour les pillages. Et c'est aussi bien pour ça qu'ils évitaient d'affronter des armées directement, qui elles pour le coup combattaient plutôt en formation, mais avec un équipement adapté. Le terme mur de bouclier est bien mentionné dans la littérature médiévale pour parler des vikings, mais elles ne fournissent absolument aucune description précise. Et selon Warming, encore une fois, c'est peut-être une manière assez poétique de dire qu'il y avait un grand nombre de guerriers. Mais forcément, avec nos boucliers et nos simulateurs d'AMHE, ça nous paraît pas illogique de faire un mur de bouclier. Et en vrai, c'est super rigolo à faire, donc si ça vous éclate, continuez. Mais c'est vraiment pas dit du tout que ça a été vraiment le cas avec des armes réelles. Donc méfiance par rapport à ce sujet-là. Bref, on parlera plus en détail de son utilisation en combat juste après. Bon alors là, sachez un truc, ce qu'on appelle épée viking, c'est-à-dire ça là, eh bah c'est pas dit que ce soit viking, mais plutôt carolingien. Alors certes, elles ont été utilisées par des Norrois, sinon on n'en parlerait pas ici, mais l'origine est bel et bien carolingienne. Après, il n'est pas exclu que des épées aient pu être fabriquées sur place dans les zones scandinaves par des forgerons francs ayant voyagé dans le nord, mais il n'y a pas vraiment de consensus sur la question. En tout cas, ce qu'on va appeler épée viking est une épée à double tranchant faisant entre 90 et 100 cm, avec une allonge souple, une prise en main assurée avec une fusée relativement petite et finalement peu de contrepoids, en faisant une arme avec des coups de taille très efficaces. Cette épée était tellement révolutionnaire et pétée pour l'époque que son commerce était interdit en dehors des zones carolingiennes. Sous Charles le Chauve, c'était même puni de mort si t'étais chopé en train d'en vendre à des vikings. Ceci dit, bon, ça n'a clairement pas empêché cette épée de voyager. L'épée possède une immense variété de pommeaux, dont voici la classification selon Peterson. Moi, par exemple, j'ai une type S. Ce qui fait la grande particularité de l'épée carolingienne, c'est que certaines sont signées. On a déjà consacré une vidéo entière à la Ulfbert et ses lames en acier damassé. Je ne vais pas revenir dessus et vous mets le lien de la vidéo en description si vous voulez aller plus loin sur le sujet. Les épées signées, on a d'abord cru que c'était des épées exclusivement norroises, parce qu'on en a retrouvé énormément dans les tombes et rivières scandinaves. Alors que comme je vous l'ai dit, elles sont d'importation carolingienne. Du coup, les Jean-Ragnar fans d'Oleg, vous ne perdez pas votre temps à essayer de me justifier l'inverse en commentaire. Au-delà de la fameuse Ulfbert, on retrouve également les épées Ingelri, datant du Xe siècle. En ce qui concerne l'utilisation de l'épée, comme je vous l'ai dit, on l'associe souvent avec le bouclier. On n'a aucune source, mais il est clair que c'était une arme de taille et d'estoc, s'utilisant de manière très dynamique avec le bouclier. L'avantage est que le bouclard est assez grand pour protéger la main armée, on peut percuter avec ou contrôler son adversaire pour ensuite assonner un coup fatal. Le bouclier reste généralement devant vous, toujours légèrement de biais car le tenir à plat, c'est un magnifique appel pour que vos adversaires vous bloquent en mettant un coup de bouclier dessus, voire s'ils tapent très fort, vous assomment.
En plus, le fait qu'il soit de biais le met déjà en position pour frapper, et si vous avez besoin de vous protéger de l'autre côté, vous pouvez tout simplement faire ce qu'on appelle une inversion. Et étant donné qu'on n'a aucune source directe, on utilise beaucoup des textes plus tardifs d'armes ressemblant à l'épée bouclier viking, pour se faire une idée de son utilisation, et en plus de tout simplement se reposer sur des principes biomécaniques. On va notamment se tourner vers l'épée bocle, ce que justement j'avais présenté dans la vidéo sur la Ulfbert, mais aussi sur l'utilisation du bouclier de duel judiciaire avec épée, dont je vous ai également parlé dans ma vidéo dédiée. Si vous voulez en savoir plus, le lien est dans la description. Et c'est logique parce que bien que la taille et la forme varient un peu, ça reste des boucliers à manipule verticale, s'utilisant de manière assez dynamique avec aussi des notions de poussée, du contrôle du corps ou de l'arme adverse. Bref, les pratiquants d'AMHE s'intéressant au combat viking ont encore énormément de boulot à faire. Mais ça rend le truc intéressant et c'est quand même moins n'importe quoi que ce qu'on peut voir dans certains events de reconstitution. Mais si vous savez, les mecs qui ont des peaux de bêtes sur les épaules et les crânes rasés avec des runes vikings là. Le second exercice s'appelle les roulades de Fenrir. Et pour ça, j'ai pris mon loup avec moi, Jean Ragnar. Allez Jean, viens ici. Oui, c'est bien, bon loup. Hé, reviens ici. Pendant les raids, les vikings devaient faire constamment des roulades pour esquiver les projectiles qui leur arrivaient sur le coin de la gueule. C'est pour ça qu'ils ont créé le jeu Les Roulades de Fenrir. Dans un premier temps, c'est Jean Ragnar qui va vous montrer. Allez Jean. Fais une roulade, allez. Bah, il a pas envie. Je vais partir dans cette direction et faire 2 km de roulade. Toi, tu me chronomètres. Ok. Si seulement le frère de Jon Snow avait appris cette technique, il aurait survécu à la fin de Game of Thrones. Je crois qu'il a mangé trop de tacos avant l'entraînement, donc il a pas pu finir les roulades de Fenrir. S'il y a bien une arme qu'on associe aux vikings, c'est la hache. Et pour cause, avec la lance, c'est l'arme la plus répandue dans le mobilier funéraire norrois. Et c'est logique, moins cher à produire qu'une épée, et en plus ça sert d'outil. Donc tout bénef. Donc oui, ça c'est pas un cliché, il y a beaucoup de Norrois qui utilisaient des haches pour combattre. Au Xe siècle, contrairement aux Carolingiens qui commençaient à utiliser des premiers modèles de haches d'armes, avec une partie marteau de l'autre côté du fer de hache, les Scandinaves utilisaient toujours des haches à longue hampe et fer profilé. Les formes sont assez variées, comme vous pouvez le voir sur la fameuse classification Petersen, et comme vous pouvez le constater, rien de bien fantasque, des fers de hache assez classiques, généralement autour de 15 à 20 cm de large pour le tranchant du fer. On peut évoquer la hache danoise, qu'on appelle la Danax, qui correspond au type M de la classification Petersen, s'utilisant à deux mains et est apparue à la seconde moitié du Xe siècle. Et en ce qui concerne l'utilisation, eh bien on reste dans la même logique que ce que je vous ai expliqué avec l'épée. Et si vous vous posez des questions de est-ce qu'ils avaient des haches à double tranchant, ou encore est-ce qu'ils utilisaient 2 haches en même temps? Eh bien je vous invite à voir la vidéo que j'avais fait en collaboration avec le youtubeur L'Histoire avec une grande hache, où on débunk justement tous les clichés qu'il y a autour de la hache viking. Le lien est dans la description, c'est vraiment une superbe vidéo que je vous recommande fortement. Bon, on a pas mal fait le tour des armes, parlons un tout petit peu des armures. Bon, faut imaginer que l'écrasante majorité des vikings utilisaient leurs fringues civiles, on va dire. Déjà parce que, comme je vous l'ai dit, la plupart n'étaient pas du tout des combattants. Et en plus, il fallait de la thune pour se payer le matos, on est toujours sur le même problème. Bon après, vous imaginez bien qu'avec les nombreux voyages, pillages et commerces qu'ils ont fait, c'est un peu un joyeux bordel pour déterminer ce qui est réellement scandinave, des armures franques par exemple. Genre le casque nasal, on en retrouve chez les vikings, mais c'est surtout un casque franc aussi. Dans les casques assez iconiques qu'on associe aux vikings, on retrouve le casque à œillères, comme le Jarm ou le Jarmundbu, et ils sont assez stylés, il faut bien avouer. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'armure made in Ragnar? Eh bien c'est un petit peu comme le reste, on ne peut pas à proprement parler d'armure viking. Il y a bien des éléments de plaques de tibia et d'avant-bras qui ont été retrouvés dans des tombes scandinaves, notamment celle de Valsgard avec un casque à mailles. Voici d'ailleurs une reconstitution en partie basée sur les pièces de cette tombe. Ça vous donne une bonne idée de ce que ça donnerait un guerrier norrois avec un peu beaucoup de thunes. C'est quand même au moins aussi stylé que ce qu'on peut voir dans les séries comme Vikings, je suis désolé. On a aussi retrouvé des armures de mailles dans des bâtiments de la ville viking de Birka, mais il est fort probable que ces armures soient aussi des importations provenant des zones franques. Donc, pas vraiment d'armure viking, mais plutôt des éléments comparables aux voisins, avec gants bison,
bien que ça, ce ne soit pas bien sûr non plus, mais surtout des cottes de mailles dans la grande majorité, et pourquoi pas des armures lamellaires dans certaines régions. Mais dans l'écrasante majorité des cas, simplement des couches de lin parce que, comme je vous l'ai dit, beaucoup étaient en tenue civile, avec un casque à la limite, mais c'est bien tout. Et oubliez les tenues avec les fourrures apparentes, c'est complètement con pour une simple et bonne raison, c'est que si on devait porter des peaux de bête sur les épaules, la fourrure, elle serait côté peau, de notre côté, parce que ça garde bien mieux la chaleur. Et oubliez aussi le cuir, hein, comme dans Viking justement, voilà, on n'est pas dans une partie de GN. Le prochain exercice, c'est le Valhalla Strike. Un mec tient le bouclier pendant que l'autre doit foncer dessus le plus fort possible. Et si tu perds, tu vas directement au Valhalla en mode VIP. Exactement. Gary, il faut que tu me fonces dessus avec toute ta force. Ok. Je vais crier comme un vrai viking. Un vrai viking doit prendre la douleur pour devenir un vrai berserker. J'ai vraiment senti que Mike avait utilisé toute sa force. Ça fait mal. Mais j'ai quand même fait attention pour ne pas blesser Gary. J'ai senti que les Valkyries venaient vers moi. C'est vraiment un véritable entraînement viking. Ok, si vous faites tout ça, vous pourrez payer Paris aussi rapidement qu'il faut pour dire Pulse. Pulse ? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire saucisse en norvégien. Ok les amis, on se retrouve dans un prochain épisode de Warrior Fitness. Et là, je me suis réveillé. Bah c'est pas drôle. Tu t'appelais Mike, je m'appelais Gary. C'est pourri. Non, c'est marrant. On est américain. C'est drôle ça? Ouais, non, ça c'est marrant. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez apprécié la petite émission concoctée par Mike et Gary. Je remercie infiniment Allscairn d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez aller sur le site avec le code promo Entrée en Liste 15 pour profiter d'une petite réduction et pouvoir vous faire plaisir en achetant des montres ou des bijoux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et en attendant, gardez l'esprit affûté.